Bonjour et bienvenue sur Web TV Pro. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vidéo sur IP et particulièrement comment mettre en place la vidéo sur IP dans un studio TV. C'est un sujet sur lequel beaucoup de personnes planchent parce que en fait, aujourd'hui, il y a une convergence entre l'ancienne méthode, c'est-à-dire de brancher toutes sortes de câbles spécialisés d'une caméra vers les mélangeurs, du mélangeur vers les téléviseurs, etc. Et pareil pour l'audio. Et tout ça, ça fait un gros nœud de câbles, alors que aujourd'hui, on a tendance à réduire ça et à passer tout en vidéo sur IP, c'est-à-dire en vidéo sur les réseaux locaux ou des réseaux étendus aussi, si vous passez dans le cloud, par exemple. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Donc, on attaque tout de suite. Comprendre l'IP, en fait, les réseaux locaux, ils fonctionnent aujourd'hui tous sur IP. Quand on est sur Internet, on est sur IP. Et la vidéo sur IP offre cet avantage-là de pouvoir tout transmettre, que ce soit de l'audio, que ce soit de l'IP vidéo, mais aussi de travail bureautique classique. Et là, bon, ça, on connaît tous. Mais en vidéo et en audio, c'est un petit peu particulier et ça offre quand même des avantages. Plus besoin de câbles XLR, plus besoin de câbles SDI ou HDMI, facilement comme besoin en réalité, mais beaucoup moins. Ça fait des nœuds, des nœuds en moins. Et la transmission aujourd'hui, elle se fait quasiment instantanément. Je dis bien quasiment. Donc, ça peut s'utiliser aussi bien dans la production, la distribution ou encore de la diffusion. Là, si je diffuse directement sur YouTube, c'est en fait, on transite tout par IP, donc c'est un exemple. J'en ai d'autres, évidemment. Alors, l'infrastructure IP ou l'infrastructure réseau, on va dire, pour la vidéo sur IP, il faut bien l'évaluer parce que le transfert vidéo, enfin la diffusion et le transfert en vidéo, il est assez lourd en réalité parce que il faut la bande passante. Et la bande passante à très grosse échelle. On n'est plus dans la même échelle de ce qu'on peut calculer comme bande passante si on veut faire un stream. Là, on est en gigabits et si jamais ce que beaucoup de télévisions font d'ailleurs, s'oriente vers les ST2110, qui est une des normes, là, il faut vraiment de la grosse bande passante parce qu'on peut pas autant diffuser. Donc, il faut évaluer. Et puis, le cas échéant, il faut mettre à jour les commutateurs, les routeurs, pour que d'un, ils puissent absorber cette capacité, surtout en vidéo. Et il faut aussi mettre en place ce qu'on appelle le QoS, c'est-à-dire optimiser les paramètres pour la qualité de service. Pour les encodeurs, il faut évidemment avoir des encodeurs de bonne qualité qui soient aussi bien qualitatifs à l'encodage, mais aussi au décodage, parce que sur les caméras aujourd'hui, ce sont encore beaucoup de caméras SDI ou HDMI, donc il faut un encodeur derrière. Et puis pour à l'arrivée du signal vers les mélangeurs, il faut sans doute le redécoder si c'est pas un mélangeur compatible IP. Donc tout ça, c'est des choix à faire, à vérifier. Si vous avez besoin de l'ST2110, l'ST2110, je schématise, c'est une image globale, hein, attention, ne vous arrêtez pas là-dessus. L'ST2110, c'est une norme qui vise à proposer en fait une solution sans compression. Est-ce réellement réel? Ça, c'est notre question, mais l'idée du ST2110, c'est de séparer les flux audio, vidéo et metadata, et puis d'offrir une très haute qualité d'image, entre autres.
Ça en est une. Donc, à vérifier quand vous faites un choix à ce niveau-là. Il faut savoir que les différents protocoles sont plus ou moins chers. La mise en place des caméras IP, ben là, aujourd'hui, de nombreuses caméras récentes, on en trouve chez Panasonic, on en trouve chez Sony, on en trouve également chez Canon, mais aussi chez PTZ Optics en l'occurrence, qui permettent de travailler en IP. Hein. Et là, il faut sélectionner les bonnes caméras, évidemment, et puis il faut les configurer, les installer, les tester, évidemment, pour connaître la latence qu'il peut y avoir entre le réel et ce que vous recevez dans le mélangeur. Donc, tout ça, c'est à tester. Moi, ma recommandation, c'est limiter dans la mesure du possible à une marque, peu importe laquelle c'est, et d'acheter, si vous êtes un studio, on va dire, normal, de taille moyenne à petite, essayer d'acheter directement plusieurs caméras en même temps, de la même marque, même modèle, ce qui vous donne une facilité de configuration. Et puis en cas de panne, vous avez toujours des caméras là. La configuration du mélangeur IP, oui, c'est un gros questionnement parce que en fait les mélangeurs vidéo IP, il y en a pas encore énormément. Il y en a un qui fonctionne soit NDI, soit capable de recevoir du SRT. Mais bon, c'est pas marqué d'entrée. C'est des fois un petit peu dans les descriptions, c'est un petit peu ambigu. Il faut bien vérifier qu'il soit ou compatible NDI, ou compatible, enfin qu'il est capable de recevoir du NDI, capable de recevoir du SRT, capable de recevoir du ST2110, il y en a certains, ils sont excessivement chers. Et on trouve, en réalité, on en trouve dans plusieurs gammes, les entrées de gamme de marques chinoises, ou de marques moins connues, on va dire ça comme ça, ils ont du NDI, hein, ils sont compatibles NDI. Je n'ai pas testé leur qualité à ce niveau-là, je m'exprimerai donc pas là-dessus. Ceci dit, j'ai eu de l'expérience avec des caméras NDI chinoises. Elles marchent, hein, attention, mais rien à voir avec une caméra. Enfin, on peut pas les caméras pas les comparer avec des caméras de marques plus connues. J'en ai testé récemment une qui valait son pesant d'or. Et franchement, ça fonctionnait. Branché, ça fonctionnait. Ce qui n'est pas toujours le cas chez les autres. Donc, à bien vérifier. Et puis, il faut effectuer tous les pré-réglages, même si il faut en faire plusieurs. C'est pas mal de réglages à faire, donc il faut faire attention à ça. Et puis, il faut on va dire préprogrammer les presets pour que vous soyez rapidement opérationnel là-dessus. Une autre problématique, enfin c'est pas une problématique réellement, c'est la gestion du stockage, mais ça vous l'avez dans d'autres situations également. Il faut tout stocker ces fichiers, je peux vous assurer, c'est des terrains. Quand vous avez une année d'archives, ça fait un paquet de disques durs. Donc NAS, ou éventuellement prévoir peut-être aussi le cloud, ou d'avoir un échange sur le cloud, et puis organiser toute la synchronisation entre ces méthodes. Ensuite, comme je vous le disais, hein, la vidéo sur l'IP, c'est énormément de bande passante. Il faut faire un sérieux monitoring là-dessus. Si vous êtes en pleine production, surtout dans un direct par exemple, c'est hors de question de tomber en panne ou d'avoir une pixelisée ou une image pixelisée ou des défauts à ce niveau-là. Ça veut dire que soit votre réseau n'est pas bon, soit vous avez mal évalué la bande passante.
Donc, c'est des choses à vérifier. Il faut mettre en place un vrai monitoring et un système d'alerte qui puisse vous remonter les problématiques. Donc, beaucoup de tests, hein, c'est un grand classique. Et on continue. La sécurisation du réseau, oui, alors... En général, sur ce genre de réseau, on a une équipe informatique qui est derrière, qui vous assure tout le support. Mais bon, il faut vraiment penser à cette sécurisation, que ce soit avec les pare-feux, mais aussi avec une bonne segmentation des différents flux et un système d'authentification qui fonctionne bien. Donc, à vérifier la sécurisation de ça, c'est vraiment important. Formation technique, alors là, c'est quand vous avez des équipes en production, ils sont habitués à faire du HDMI, du SDI ou d'autres méthodes. Donc il y a toute une formation, je pense, à faire sur au moins la théorie, mais aussi quelque part la pratique. Parce que sur un réseau local, surtout de grande taille ou sur des grosses productions, il faut absolument créer une logique lorsqu'il y a des incidents. C'est-à-dire que quand il y a un incident, il faut pouvoir réagir, il faut pouvoir deviner très rapidement où se situe le problème, oui, et pourquoi il y a là, et puis après, résoudre le problème, évidemment. Donc, il y a une formation au réseau et à la formation à l'IP, à la vidéo sur IP. Franchement, c'est important. Bon, les tests et optimisation, évidemment, il faut constamment tester avant de mettre en place une solution définitive, avant de couper les fils HDMI, SDI, avant de jeter votre vieux mélangeur, il faut tester. Hein. La bascule ne doit pas se faire du jour au lendemain. Elle se prépare. Après, il y a l'avantage de la production classique vers la production IP, c'est aussi de passer sur la production à distance. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes sur l'IP, que vous avez choisi le bon protocole et la bonne méthode pour y arriver, mais vous pouvez aussi vous aventurer sur la production à distance, c'est-à-dire que vous pouvez très bien, avec des ordinateurs portables, quand un technicien n'est pas là, il peut intervenir à distance sur ce matériel. Donc c'est quelque chose à réfléchir, surtout si derrière vous passez par exemple sur le cloud, là ça peut devenir vraiment intéressant. Alors, je vois les outils de collaboration à distance. Alors, la collaboration à distance, ça fait partie, je pense, aujourd'hui des acquis dans beaucoup d'entreprises. Hein. Avec le Covid-19, on s'est habitué aux visioconférences, mais aussi aux outils de collaboration de type messagerie instantanée, mais aussi de la partage de fichiers dans le cloud, des trucs comme ça. Donc ça, c'est un choix à faire, qui a peut-être déjà été fait, mais à ce moment-là, basculer également la partie production audiovisuelle là-dedans, ce qui permet de faire quand même beaucoup de choses. Configurer des flux, évidemment. Parce qu'un flux en réseau local, évidemment, c'est entre guillemets, il n'y a pas de limite. C'est sécurisé, on maîtrise, mais le flux sur Internet, on ne le maîtrise pas. Donc, il y a peut-être des adaptations à faire. Le NDI, il est compatible à distance. Le SRT est compatible à distance, ça fonctionne plutôt bien. Le ST2110, c'est un peu plus costaud. Hein, mais je pense qu'ils y arriveront aussi. Gestion de la latence, alors ça, c'est vraiment crucial. On est habitué, quand on fait du SDI, du HDMI, d'avoir de l'instantané, à une ou deux images près. Mais sur un réseau et sur un peu plus
plus précisément même sur un réseau à distance, vous passez par Internet. Et là, il va falloir optimiser, il va falloir compresser et faire de la synchro, hein, évidemment. Mais une fois que vous avez noté tous ces paramètres et de garder des bonnes statistiques là-dessus, vous verrez bien, ça reste relativement aisé, relativement aisé à faire. La sécurisation des réseaux, évidemment, on peut imaginer du VPN avec du chiffrement et puis de l'authentification, et puis assurer derrière que l'équipe informatique en fasse un monitoring de ça, parce qu'il n'y a pas des accès non souhaités sur votre réseau ou sur votre structure globale. Et ensuite, il va falloir évaluer à terme, ou même au court terme, hein, il y a des outils qui sont facilement en place. C'est la transition vers le cloud, où là, il y a des solutions très intéressantes. Je prends le cas StreamYard, par exemple, mais il n'y a pas que lui, il y a aussi AF qui est une solution dans le cloud, et il y a Vodalis, ici en France, qui est aussi un fournisseur qui fonctionne dans le cloud avec la production à distance. C'est des choses franchement à regarder, à considérer. J'avais fait une formation en janvier dernier chez Grass Valley sur leur solution dans le cloud, et franchement, c'est pas facile forcément, mais c'est passionnant, et franchement, ça fonctionne plutôt bien, hein, dans ce que j'ai vu. Rien à dire. Choisir évidemment ces services dans le cloud, c'est le stockage, c'est le traitement, c'est la distribution, mais c'est aussi peut-être la qualité des opérateurs dans le cloud à vérifier. Vérifier aussi si vous voulez stocker vos données sur le cloud européen ou sur le cloud américain. Enfin, il y a beaucoup de choses qui est encore en mouvement là-dedans, même si c'est très pertinent, mais faut y regarder de plus près. Et ensuite, il faut intégrer ces produits. Le cloud, ça ne se fait pas en une journée non plus, donc à tester, à réfléchir, à préparer, surtout, ça ne se fait pas comme ça. La gestion des coûts, alors là, ça c'est on entend de partout, oui, les clouds, ça consomme. Vous payez à la minute. Après, chez l'un, c'est une consommation réelle, la diffusion. D'autres, c'est de A à Z, vous payez. Donc, à regarder bien si c'est dans vos moyens, si c'est dans votre budget. Mais en tout état de cause, il faut l'évaluer et puis regarder comment l'optimiser. Le gros avantage du cloud, c'est nos limites. Tant que vous sortez la carte bleue, les gros fournisseurs sont capables de vous trouver des solutions assez rapidement. Et surtout, instantanément, si vous voulez, vous avez tout d'un coup un rush. Vous pouvez compter sur eux pour augmenter les solutions, de faire un burst, ce genre de choses. La mise en pratique, alors, je vous le disais tout à l'heure, il y a la partie formation qui est importante. Faire de la production à distance, c'est grosso modo comme si on était en régie, et le studio se trouve dans les mêmes locaux à 20-30 mètres. Mais là, c'est de la production. Techniquement parlant, c'est identique. Sauf qu'il y a peut-être une latence. Sauf que la personne, on ne peut pas vite courir dans le studio en disant tiens, il faut rebrancher le micro ou ceci ou cela, enfin peu importe. Donc il y a une mise en place pratique à faire pour que les gens aient l'habitude à travailler avec de nouveaux outils. Par exemple, Clearcom permet vous savez, avec les casques en production,
d'avoir des casques éparpillés à travers la France, par exemple, pour faire de la production et agir comme ça. Donc c'est une pratique, ça s'apprend. Ça s'apprend et puis on s'y habitue très bien, aussi bien à la petite latence qu'il peut y avoir que au fait qu'on soit à distance. La coordination des équipes à distance, évidemment, je vous en parlais il y a quelques instants, mais c'est la planification, c'est la communication. Donc là, il suffit d'avoir enfin, suffit. Faut avoir un bon système intercom. Et puis, il faut tester, il faut pratiquer. Et puis, une fois que c'est pratiqué, ça se met en place sûrement, enfin, doucement, mais sûrement. La gestion des assets à distance, alors là, les assets, c'est quoi ça? En fait, c'est les vidéos de reportage, des trucs comme ça. Donc ça aussi, ça nécessite la mise en place de workflow adaptés. Ça fonctionne immédiatement. Hein. C'est comme si vous lanciez une vidéo sur YouTube. J'exagère un petit peu. Mais ça fonctionne globalement pareil. Avec d'autres outils, évidemment, en plus. Comme l'IA, dans un MAM, je pense notamment à Moments Lab qui a développé pas mal d'outils là-dessus. Mais il y en a d'autres à regarder. Le contrôle qualité, évidemment. Donc c'est vraiment du monitoring, surtout en phase de de création. Il faut construire. Hein. Donc il y a du monitoring à faire, du feedback. Ce qu'on les uns et les autres ont ressenti, comment faire du débrief en fait. Hein, et à partir de là, vous êtes bon. Après il y a tout un processus de validation à faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et puis, après, c'est l'automatisation. Hein. Je vous évoquais dans d'autres vidéos les caméras automatisées, l'éclairage automatisé, l'audio automatisé. Tout ça, ça fonctionne en réseau. Donc, c'est des choses à réfléchir, à ne pas y aller comme ça à l'aveuglette. Si vos mixeurs, enfin si tout ça c'est en place, si vous avez un système de contrôle à distance, je dirais vous êtes tranquille. Hein. Vous pouvez automatiser ou réduire les équipes à distance, enfin les équipes sur place et travailler aussi avec des personnes à distance. Ce qui est pas forcément mal. Avoir du personnel sur place c'est bien. Mais avoir des personnes à distance, ça ouvre une autre possibilité, on va dire ça comme ça. Comme la bascule sur IP, tous ces workflows, il faut les construire, il faut bien les analyser. On peut pas tout automatiser, c'est un fait. Mais il y a un certain nombre de choses qu'on peut automatiser, et puis il faut les analyser, les concevoir, et puis doucement mais sûrement les implanter. Alors, dans les mélangeurs, c'est faire des pré-réglages que vous pouvez faire dans les différentes scènes. Si je prends la terminologie de OBS, mais aussi c'est aussi la terminologie, par exemple pour l'éclairage, et tout ça vous pouvez le préparer. Donc c'est des pré-réglages à faire, des tester, et après la mettre dans votre système automatisé. Que celui-ci soit en local ou qu'il soit à distance. L'intégration de l'IA. Ça ne veut pas dire qu'on met qu'une chatte de PT derrière. Loin de là. L'IA aujourd'hui, dans la production, offre beaucoup de possibilités, que ce soit le sous-titrage, que ce soit dans le montage, mais aussi dans l'analyse. Je discutais il y a 2 ans avec une société qui faisait des streamings dans le sport. Ils font de l'analyse des matchs de foot, pour prendre cet exemple-là, avec l'IA. Et la caméra, elle suit automatiquement le cadrage, enfin, elle fait le cadrage de façon automatisée. Mais ça sert aussi derrière
aux équipes de sport pour analyser le match et voir peut-être les points à améliorer. Comme partout, je pense que c'est vraiment important et c'est ce que moi je recommande franchement à chaque fois. Dans un studio que celui-ci soit automatisé, que celui-ci soit RIP ou que celui-ci soit encore de l'ancienne génération ou par des méthodes plus anciennes, c'est la formation. Le concept de l'automatisation, il faut le comprendre. Il faut former. Parce qu'évidemment, quand il y a l'automatisation, il y a aussi des erreurs qui peuvent arriver. Un ordinateur se plante pour une raison X ou Y. Il faut pouvoir relancer et puis faire apprendre à l'automate tout ce qu'il y a à apprendre. Mais aussi le personnel derrière, pour qu'il puisse réagir en fonction. Donc c'est pas mal de mise en place à faire, donc de la formation. Tout studio doit être mis à jour régulièrement. Alors là encore, il faut y aller avec prudence. Faut pas faire comme avec Windows. Tout d'un coup, vous êtes en pleine mise à jour et puis vous plantez la bécane, c'est pas bon. Donc c'est des choses à mettre en place, aussi bien en termes de surveillance qu'en termes de maintenance et de mise à jour. Méfiez-vous, faites-les régulièrement évidemment, mais testez d'abord et puis on verra la suite après. Voilà, mon métier c'est consultant. Je fais aussi de la formation évidemment, vous en doutez. Et puis moi je suis un praticien, donc je fais du conseil à partir de ce que je connais ou de ce que j'ai appris. Et puis, vu que je fais aussi la création, n'hésitez pas à me solliciter. Vous retrouvez toutes mes formations possibles sur mon site internet, que je vais vous mettre là. Vous avez le digicode et puis, le QR code. Je deviens vieux. Vous avez le QR code et vous l'avez aussi ici. Je vous remets un autre QR, je crois que c'est mieux. Le QR code avec l'adresse du site internet sur lequel vous pouvez me trouver. À très vite.